administration, médecine, éducation, etc. C'était le grand vide. Mais comment... Je dirais qu'on comprend mieux comment l'État algérien a pu se construire alors que tout le monde disait... Ouais. Bon, 62, c'est fini. Bon, on va leur donner l'indépendance. Mais vous citez très souvent un comparatif dramatique, malheureusement. Vous dites, bon, tout le monde pensait que ça allait être le Congo belge. Oui, bien sûr. Qui a eu une aventure, malheureusement, après son indépendance, dramatique, avec l'assassinat de Patrice Lumumba, etc. Et tout ça. Et effectivement... Figurez-vous qu'en 62, on était des jeunes. Parce que vous savez comment on est rentré, parce qu'il y a une partie qui sont rentrés, bon, on nous a mis avec l'exécutif provisoire, et puis tout le monde attendait. Et bien, une fois, on est descendu, il y avait le GPRA qui est rentré, et il y avait certains ministres, il y avait Abdelhafid Boussouf qui était à l'hôtel Aliti. Donc nous, on était l'exécutif. Donc on était un groupe de jeunes, on était, c'est-à-dire là, du mal, la plupart, il y a certains qui sont restés chez eux, d'autres, on ne savait pas quoi faire. Et puis on nous dit, non, écoutez, vous n'avez rien à voir dans tout ça. Vous devez construire l'Algérie. Et bien effectivement, on était là, on a formé le service d'écoute de l'armée, les services, on a formé la DGSN, la gendarmerie. Et moi, je me suis retrouvé par hasard. Il y avait la première visite de Bembella, qui voulait, parce qu'il voulait partir voir son ami Tito, parce que Tito, la Yougoslavie, c'était le pays non aligné, et c'était lui, on veut dire, il était au milieu, il y avait Nkrumah, Sukarno, et il y avait Nehru, Nasser. C'était les pays non alignés. Au moment où il y avait les pays alignés, il y avait l'Est et l'Ouest. À ce moment-là, la Yougoslavie tenait, et c'était un pays, lui, socialiste, communiste, qui nous aidait à nous, il nous a aidés en matériel et la formation. Et bien, au passage, parce qu'il devait monter, faire sa visite, moi je suis resté à Belgrade, on n'avait rien. À Belgrade, vous savez que l'Algérie n'avait rien. Oui. Absolument. Personne n'avait son père ambassadeur. Personne n'avait... Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de référence. C'est ça. Donc, on a ouvert une ambassade et on a commencé à ouvrir les ambassades avec rien. Je me souviens, quand on a ouvert l'ambassade, à Belgrade, 3 pièces. 3 pièces. On était 5 diplomates dans une chambre. Il y avait Redamel qui était déjà ambassadeur. Et il y avait au milieu, la salle, il y avait une sorte de secrétariat. Et là, il fallait créer le service économique, politique, service consulaire, culturel. Tous ces services, création de nouveau. Avec ça, on n'était pas payé. Parce que le statut de la fonction publique, c'est en 1966. Oui. Donc, on mangeait avec des avances. La plupart de nous dormaient chez les familles yougoslaves. C'est-à-dire, parce que les Yougoslaves, ils n'avaient pas assez d'argent, ils louaient. Oui. Ils louaient des délits, quoi, comme pensionnat. Oui. On était chez l'habitant. Voilà, chez l'habitant. Et là, avec rien, on était avec eux. Moi par exemple, j'avais un patoga, pantalon, une chemise, c'est tout. Et là, quand... c'est l'histoire, c'est beau, cette diplomatie, comment elle a commencé. Avec rien. Mais on le sent bien. Il a fallu créer des services. Et à ce moment-là, on attendait le statut de la fonction publique pour qu'on nous confirme, pour qu'on nous donne quelque chose. On n'avait rien, on nous donne des avances. Je me souviens, 500 francs, 400 francs pour manger, c'est tout, on était là. Et il fallait assurer. Et une fois, moi, j'avais le service culturel. Culturel, vous savez, à mon niveau, moi, j'avais la première et j'avais pas assez de... Et je me souviens, on m'envoyait pour les vernissages. Vernissage, il y avait des dames comme ça, il y avait des hommes comme ça. Et moi, j'étais maigrichon, moi, du maquis, j'étais maigrichon comme ça. Et je suis rentré comme ça et je voyais les gens s'approcher des tableaux. Oh, c'est un Van Gogh. Oh, c'est un Goya. Quelle palette. Moi, je me suis dit... De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Il a fallu que je retourne et je me documente, acheter des livres pour pouvoir créer quelque chose. Avec la volonté, avec tout ce que j'avais, il fallait créer et la connaître. Qu'est-ce que c'est la peinture? Qu'est-ce que c'est cette palette-là? Qui c'est Goya? Qui c'est Van Gogh? Tous ces gens-là.
pour vous dire que c'est avec rien, Rien. on a commencé, avec absolument rien. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans toutes nos ambassades. Et on a commencé à créer un service avec rien. Et tous les fonctionnaires qui ont commencé, ils n'étaient pas payés. Ouais. Parce que le statut de la fonction publique n'a commencé en 66. 66. Toute l'Algérie, il n'y avait rien. Oui, oui. Donc, vous voyez ça, commencer avec rien, descendre. On a créé quelque chose, c'était la volonté. On ne demandait pas, parce que déjà, pour nous, l'idée d'être vivant, c'est déjà quelque chose. Oui, c'était énorme. C'est énorme, parce que sortir indemne de la guerre, De presque 8 ans de guerre. on n'avait rien. C'est-à-dire ne pas être blessé, ne pas être ceci, et vivant, c'était beau. Donc, C'était miraculeux. Qu'est-ce que ça coûte de continuer ce sacrifice Tout à fait. et construire l'Algérie? Et pour en venir à l'OAS, là, il faut qu'on revienne à l'OAS. Ah oui. L'OAS, elle était aidée de toutes parts. Alors Parce que justement, voilà, ce qui est intéressant dans les bulletins, c'est qu'on voit, vous disiez cela, il faut que vous nous expliquiez ça, moi, c'est pour ça que d'ailleurs que vous avez intitulé votre ouvrage l'OAS et l'indépendance de l'Algérie, c'est comment était structurée cette hydre qu'était l'OAS. On a l'impression que, bon, aujourd'hui, malheureusement, les jeunes peut-être ne le voient que comme des groupes de pieds noirs qui font le coup de feu, le dernier baroud d'honneur, etc. Alors que vous expliquez parfaitement bien, à travers donc ces bulletins, qu'on était pas seulement à 2 doigts, à un demi-doigt de la catastrophe. Oui, oui. Soutien de l'OTAN, oui, ils étaient reçus quasi officiellement par l'OTAN aux États-Unis. Aux États-Unis, bien sûr. Bien reçus en Espagne, bien évidemment, bien reçus en Italie, en Belgique, en Autriche, en Allemagne, des soutiens financiers, des soutiens d'armement. D'armement, bien sûr. D'armement. Bien sûr. Hein. L'OTAN, à un moment donné, avait décidé d'envoyer des chars. Des chars, bien sûr. Pour que l'OAS prenne le pouvoir, puisqu'il a été décidé, à un moment donné, effectivement, qu'il allait y avoir un véritable coup d'État avec prise de pouvoir. Et alors là, bon, je laisse aux futures lectrices et lecteurs le soin de découvrir des choses complètement sidérantes, qui étaient une carte de partage de l'Algérie, oui. Hein, avec une république de l'Oranie, une république constantinois, une sorte de principauté d'Alger, hein, une sorte de couloir, hein, et puis en bas le Sahara, puis il y a même eu l'idée de créer une république Targhi, bien sûr, avec une partie du Niger, du Mali, de l'Algérie, etc. Et tout ça. Et ce qui est étonnant, c'est de voir comment, excusez-moi du terme, hein, trivial, comment en haut lieu, c'est-à-dire au niveau du gouvernement français, De Gaulle, Debré, qui ne s'entendaient absolument pas. Bon, ça c'était échange de bons procédés. De Gaulle avait été obligé de ramener Debré pour calmer un peu les ultras, hein, pour pas. Ça patinait sec, excusez-moi du terme. Oui, hein. oui. Pratiquement, quand on lit les bulletins, pratiquement chaque mois, il y avait une idée nouvelle qui germait. Bon, qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va lâcher ça? Est-ce qu'on ne va pas lâcher ça? Et si on faisait ça? Non, ça ne marchera pas, etc. Jusqu'à arriver à ces fameux accords du 19 mars 62, et qui n'étaient que le début, parce que par la suite, il va y avoir les accords d'Évian, etc. et tout. Alors ça, c'est fascinant, parce qu'on voit que ça naviguait un petit peu à vue. Et que l'importance de la faction OAS et Ultra était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante qu'on ne pouvait le penser. Et l'OAS, elle avait des contacts dans tous les pays du monde. Ouais. Elle était aidée partout, par tous. Il y avait une friction entre De Gaulle et Debré. Debré, ça ne marchait pas. Et De Gaulle maintenait Debré. Il l'a dit, il faut que je le maintienne jusqu'à qu'il signe les accords. C'est ça. Il était là. Ouais. Donc, cette OAS qui est devenue un hydre, 28 bataillons. Oui, vous décrivez, c'est... 12 000 hommes. C'est une armée, 12 000 hommes. 28 bataillons. Et chaque bataillon, à sa tête, il y avait un colonel avec des voltigeurs. Oui, des officiers supérieurs, aguerris. Aguerris, c'était pas... Et il y avait l'Espagne qui était là, elle a commencé les transactions. Une république sahraoui. Oui.
une république d'Oran. La République d'Oran, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un fidèle de Gaulle, le maréchal Roux, qui était Marshal Kbir, qui n'a pas voulu marcher. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté. Les Espagnols, le Franco a aidé pour faire une république sahraoui. Ils mettaient à sa tête, ils voulaient mettre à sa tête quelqu'un qui était fidèle à Glaoui dans le temps, qui était Rassouli comme président du... Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pour la République Tergui, c'était la même chose. C'était Debré, il voulait lancer cette République Tergui avec quelqu'un, Ahagir Il, qui lui, il voulait être président d'une République Tergui. Et c'est comme ça que le président du Mali, Modibo Keïta, a dénoncé. Et c'est comme ça qu'ils ont rapatrié le parce que cette république devait englober une partie du Mali, une partie du Niger, et même, je crois, une petite partie de la Mauritanie. Bien sûr, une partie. Et là, il y avait même le président du Niger qui voulait prendre aussi. Oui. Donc tout le monde était combiné dans cette république. Et comme ça n'a pas marché, et c'est là, on vient, si vous permettez, comme ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a fait? De Gaulle aussi se met de la partie. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a envoyé Pompidou avec Foccart, parce que, vous savez, Debré, il avait son service, son ministre de la Défense, Mesmer, et il avait Constantin Mellik, ses services, mais De Gaulle aussi, il avait les siens. Ah bah oui, puisqu'il va même créer, à un moment donné, des services qui vont faire la guerre à l'Ouest, hein, et puis ça va être sanglant, hein, ça va être sanglant. Mais bien sûr. Donc il a essayé d'envoyer Foccart pour travailler avec d'autres personnes, comme nous avons parlé tout à l'heure, Hamza Boubacar, qui lui, il a pris cette partie-là, avec les Petro-France, qui elle, et ça ne s'est pas arrêté là. C'est dans les bulletins, on le dit, quoi. Les lecteurs vont le découvrir. Ça ne s'est pas arrêté là. Et il y avait même nos voisins, Bourguiba, qui ne voulaient pas rester tranquilles aussi. Ils voulaient avoir quelque chose, un peu. Donc... Mais tout le monde voulait avoir quelque chose. Alors ce qui est très intéressant à travers la lecture de tous les bulletins, on voit bien que, bon, un des enjeux, il y avait deux enjeux, je dirais, principaux. Là, vraiment, malheureusement, jusqu'à maintenant, ça l'est le pétrole, la question du Sahara, bien évidemment. Alors là, chacun voulait sa petite part, hein, sa petite parcelle. Hein, et puis, l'enjeu, d'accord, ok, demain l'Algérie indépendante, mais quelle voie va-t-elle prendre, hein, avec les Américains qui se disaient, bon, si elle prend la voie socialiste, bon, ça veut dire que c'est l'Union soviétique et le camp socialiste qui va s'introduire, et alors là, ça ne va pas du tout. Hein. Donc c'est le pourquoi d'ailleurs qu'une grande partie des grands officiers de l'OTAN américains vont être très, très à l'écoute de Salan et de l'OAS, hein, en se disant « ah oui », etc. Et d'autres, et même d'autres gouvernants dont je ne citerai pas le nom, mais qui n'ont pas eu, parce que pour eux, communistes, athées, etc., donc pas question, il vaut mieux être avec l'OAS. Et alors, chose étonnante, parce qu'on va voir qu'après, ce que va devenir l'OAS jusqu'à nos jours, c'est-à-dire les tenants de l'Algérie française, etc., ont toujours développé une politique et un discours excessivement anti-juif, eh ben, il va y avoir les services secrets juifs, l'Irgun Stern, qui va aider l'OAS, et il va y avoir même une sorte d'OAS dite Judith. C'est incroyable, oui, hein, en disant, ben nous, on va s'occuper de la population juive, on peut la ramener en Israël, ce serait bien, comme ça, on va vous donner un coup de main. Ça s'est passé même au Maroc. Et puis malheureusement aussi, quand on lit à travers les premières velléités du royaume chérifien concernant Béchar, Tindouf, et c'est noir sur blanc, hein, en disant oui, mais attention, hein, Tindouf et Béchar, c'est à nous, hein. Ça fait partie de trucs. Jusqu'à Ain Safrat, Lemsan, tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on lit, on se dit le dépeçage de l'Algérie, une redéisation avec, bon, une sorte d'Algérie blanche,
C'est une sorte d'Algérie arabe, indigène, une enclave, hein, parce que quand on a l'impression, quand on lit les trucs de Jox, on a l'impression qu'Alger allait devenir une sorte de Ceuta Melilla, hein, une sorte de port-franc, hein, comme ça. Le sud, oh ben ça c'est clair parce que c'est le pétrole, hein. Donc ça va nous revenir directement à la France, hein, ça, on n'y touche pas. Et c'est absolument sidérant parce qu'on se dit, on est en 61, hein, 62, on se dit, comment le pire a-t-il pu être évité? Parce que ça, c'était pas des, comme on dit, des plans tirés sur la comète, hein. C'était des grands hommes politiques, qui soient du Maroc, Tunisie, Bourguiba, le jeu de Bourguiba, etc., Kennedy, les Allemands, les Français, etc., qui ont tous mis ça sur le papier. Attention, c'était pas de vagues discussions comme ça. Non, non, parce qu'Al El-Fassi, Mordis Vendiz, en 63, il voulait ça. Il dit, ça c'est à nous. Ça c'est à nous. Et c'est un problème là-dedans jusqu'à ce jour. Nous, il y avait en ce moment-là, regardez, en 63 déjà, dès qu'il y a l'indépendance, c'est pour ça qu'il y a la guerre des sables. Ben oui. Voilà, la guerre des sables. Et ça n'a pas terminé. Et comme on a tenu jusqu'à ce jour, et ça reste encore. Ça c'est pour comprendre que ce n'est pas évident. Même l'OAS, après, elle a tellement... À continuer ses exactions, bien sûr. Bien après l'indépendance. Même après l'indépendance. Elle ne savait plus quoi faire. Elle a commencé à envoyer même des bulletins pour les Juifs, leur dire la valise ou le cercueil, signé FLN. Signé FLN. Alors que c'était eux qui l'avaient... La manipulation, comment elle était faite, pour que déjà... alors je ne parle pas de l'exaction, les tueries, et tout ça. Et ce qui est encore important, c'est que les gens, les négociateurs, vraiment, ils avaient de la pression. Il y avait une pression pour négocier, savoir tout ce qui se passe avec tous ces bulletins-là, tous les gens, les frontières, les autres pays qui n'en voulaient. Et cette pression sur les négociateurs, et on a tiré ça, mais de ce qu'il y a de 19 mars jusqu'au 5 juillet, ces 4 mois, l'Algérie a été livrée des tueries, des massacres, des sabotages, et c'est terrible. Alors, malheureusement, on arrive au terme de l'émission, Mohamed Debah. J'espère bien que votre prochain ouvrage